Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Pour ce topo, tu vas retrouver un roman victorien, tu vas retrouver un roman qui fait partie de la rentrée littéraire d'août et de septembre 2024 que je t'ai partagé dans ma pile à lire de la rentrée littéraire. Je continue également mon challenge du Black November, donc tu vas retrouver certaines de ces lectures et bien sûr les lectures que j'avais choisies et sélectionnées dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Donc évidemment, ce sont des lectures que j'ai présentées il y a déjà un petit temps, puisque comme tu le sais, mes bilans lecture ne sont pas en raccord avec le timing, en tout cas de quand je les ai lus, mais si tu as envie de voir ce que tu vas retrouver dans les prochains topos lectures, n'hésite pas à aller voir les différentes piles à lire que j'avais réalisées précédemment. Ça te donnera un petit aperçu. Je commence tout de suite avec la première lecture, qui est La promesse du bonheur, écrit par Justin Cartwright, traduit de l'anglais par France Cabu-Pichon. On est aux éditions ici Babel, et la version originale date de 2004, par contre la version française dans cette édition date de 2012. C'est un livre que j'ai proposé, en tout cas que je voulais lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Par contre, je ne sais plus du tout dans quelle catégorie, donc peu importe, en tout cas le voici, je l'ai lu. Ici, nous sommes plongés au cœur d'une famille, le père, la mère et leurs 3 enfants. Le prologue plante le décor d'entrée de jeu et est assez mystérieux parce qu'il ne donne pas de nom, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Donc le prologue est assez bien fait pour une entrée en matière vraiment bien choisie. Chaque chapitre de ce roman va se centrer sur un membre de la famille et ce qui lui arrive dans le présent. Donc en recoupant les différents éléments, on arrive évidemment à appréhender l'ensemble de leur histoire au niveau du présent et évidemment au niveau du passé, de ce qu'il s'est passé pour eux. Les parents sont à la retraite, ils sont partis vivre en Cornouailles et au moment de la sortie de prison de leur fille aînée, la famille va se retrouver réunie. En tout cas, ils projettent de se réunir et de se retrouver, alors que ça fait quand même pas mal de temps que la famille s'est éclatée. Ce qui est assez particulier et ce qu'on ressent très vite à la lecture, c'est que chaque membre de cette famille vit et pense en fonction de cette sœur aînée, en tout cas de cette fille aînée. Et puis, c'est un roman qui développe pas mal de thématiques au niveau social, au niveau psychologique, parce que chacun des membres de cette famille traîne ses boulets, a ses failles, a des problèmes, lutte contre ses démons, et donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis l'intérêt également, c'est de voir comment Juliette, qui est la fille aînée, joue un rôle pour chacun de ses protagonistes finalement, et comment est-ce qu'elle a réussi ou pas à influencer sur la vie des autres membres de sa famille. Il faut quand même savoir que le roman se centre sur l'avant-retrouvaille. On n'est quasiment que dans cet aspect-là, et j'avoue que quand j'ai lu et démarré ce roman, il y a un moment où j'avais envie de voir comment est-ce que ça allait tourner et comment est-ce que ces relations allaient basculer ou non une fois que tout le monde allait être réuni, s'ils étaient réunis. Je préfère le mentionner parce que moi j'ai été un peu déçue de ne pas avoir cet après-retrouvaille. Et c'est tout simplement parce que ce n'est pas l'objectif de l'auteur. Il se centre sur cet avant-retrouvaille et donc il faut le savoir pour ne pas, je trouve, être déçu au niveau de ses attentes. Même si chaque chapitre se centre sur un personnage, moi je n'ai pas eu l'impression que l'écriture changeait ou se modifiait. Pour moi c'était assez similaire, l'écriture reste semblable, c'est un style au présent, dans un langage courant, avec des dialogues. Voilà, c'est très proche du vécu des personnages. L'écriture se centre sur comment ils interagissent les uns avec les autres, donc c'est assez dynamique et vivant. C'est très direct aussi. On est proche des personnages, qui par ailleurs ne sont pas très sympathiques. C'est pas la force du roman, mais ça ne se veut pas. En tout cas, je ne pense pas que l'auteur voulait dresser des portraits de personnages sympas ou avec de grandes valeurs ou qui pouvaient forcer l'admiration.
Je pense que ce sont des êtres humains qui y sont représentés. Mais voilà, moi en tout cas, je n'ai pas apprécié outre mesure ces personnages, puisque évidemment, étant humains, ils sont chiants, ils ont des failles, ils ont des défauts, etc. C'est donc une lecture qui au final était pas mal, globalement j'ai bien apprécié, mais je trouvais que parfois certains passages étaient un peu ennuyeux et me semblaient assez longs. On ne creuse pas toujours les différents personnages et surtout il y a alors pour le coup peu d'action et parfois ça s'allonge un petit peu trop. On s'attarde sur des détails, on s'attarde aussi sur le relationnel avec des personnages tout à fait secondaires qui apportent peu à l'intrigue. Alors évidemment que c'est pour comprendre comment le personnage évolue dans sa vie de tous les jours, mais parfois je trouvais qu'on s'apesantissait trop sur ces passages-là et je n'avais pas l'impression que ça servait vraiment au récit ou à la psychologie du personnage. Et comme je le disais, j'avais moi envie d'avoir l'après-retrouvaille parce que c'est aussi ce que j'attendais et c'est ce que je voulais voir comparé avec l'avant et j'aurais trouvé ça intéressant, mais ce n'est pas le parti pris de l'auteur, donc encore une fois ça dépend un petit peu de ses attentes personnelles. Enfin, il m'a manqué un tout petit peu de développement psychologique, parce que même si le roman se centre sur ça, je trouve qu'au final, ce n'est peut-être pas assez marqué. Ça reste assez léger en termes de psychologie des personnages, je trouve, quand on referme le livre. En tout cas, à mon sens, ça me laisse peu d'impact ou peu de faits marquants au niveau de ces aspects-là. Mais voilà, c'est une lecture que j'ai trouvée relativement agréable, mais pour qui j'ai trouvé quand même pas mal de petits points plus négatifs, en tout cas, à redire, et qui m'ont moins convaincue. J'ai ensuite enchaîné avec Dust, qui est un policier thriller écrit par Sonia Delzongle. On est aux éditions Folio Policier. Et ce premier tome de saga a été publié en 2015. Ici, je l'ai lu dans le cadre du Black November. C'était la consigne de la deuxième semaine, c'est-à-dire lire un premier ou un dernier tome. Et non seulement c'était un premier tome, mais moi c'était mon premier Sonia Delzongle. Donc j'étais très contente de la découvrir. D'autant plus que Virginie me l'avait recommandé, donc Virginie de la chaîne Totalie Brune, et donc maintenant c'est chose faite, j'ai lu un Sonia Delzongle et j'en suis très contente. C'est une série policière qui met à l'honneur, ou sur le devant de la scène en tout cas, Anna Baxter, qui est profileuse française, criminologue aussi. Elle est appelée pour rejoindre l'équipe, l'unité criminelle qui vit au Kenya et qui travaille au Kenya. Et ce, pour établir le profil du tueur en série qui sévit là-bas. Ce tueur en série laisse une croix de sang, mais il ne laisse pas de cadavre. Et ce tueur en série exécute et tue depuis 2 ans. Ça, c'est pour le speech, donc c'est quand même une trame assez classique avec une enquête policière et là, c'est une héroïne, donc c'est assez chouette. Enfin, une héroïne, en tout cas, c'est une femme qui est la protagoniste principale. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de points positifs, mais là aussi, il y a des petits points que j'ai soulevés, que j'ai moins appréciés. J'ai envie de commencer avec tout ce que j'ai aimé. Déjà, il y a un contexte historique au Kenya que j'ai beaucoup apprécié. On y voit, en tout cas, on y lit la pauvreté, les décors au Kenya aussi, l'environnement, les paysages assez désertiques ou en tout cas assez pauvres aussi et avec peu de nature, les mœurs aussi, tout ce qui... Alors je ne vais pas te décrire les mœurs parce que ce serait un petit peu trop dévoiler certaines thématiques de l'ouvrage, mais j'ai trouvé en tout cas qu'on était bien immergé dans ce contexte du Kenya et c'est vrai que c'est assez original parce que, en tout cas moi j'y vais peu au Kenya et donc ici ça me permet d'y être allé au moins une fois, donc je suis contente pour cela. Et puis on est dans ce contexte social du Kenya, donc ce n'est pas qu'un policier, c'est également un roman noir à mon sens, puisque cette difficulté sociale y est quand même bien dépeinte.
Au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup aimé aussi parce que je trouve que c'est extrêmement fluide, c'est bien équilibré surtout, entre les explications de l'enquête, entre les dialogues, entre le contexte, puisque je disais qu'il y avait ce contexte historique. Donc voilà, déjà l'écriture et le contexte, ce sont déjà deux grands points que j'ai bien aimés, et il y a d'autres choses aussi que j'ai appréciées, donc j'y reviendrai, comme ça je ne termine pas que sur le négatif et je ferai en alternance en tout cas des points positifs et d'autres que j'ai un peu moins aimés. Alors ce que j'ai moins aimé, alors ça peut être un détail parce que j'aime l'écriture, mais je trouvais qu'il y avait des petits... alors est-ce qu'on peut dire un tic de langage, un tic d'écriture, je ne sais pas. En tout cas, quand on décrivait les personnages, il y a notamment donc, un personnage qui est métisse, et chaque fois qu'on l'appelait, on disait la métisse. Mais on ne le faisait pas pour les autres. Donc, que ce soit à chaque fois une référence à la couleur de peau, eh bien moi, ça me gâchait un peu la lecture parce que ça m'énervait de chaque fois être confrontée à cette distinction-là. Donc pour moi, c'est un petit point négatif par rapport à l'écriture, alors que tout le reste était bien. Et donc, pour faire ce lien, c'est aussi quelque chose que j'ai aimé, parce que l'enquête est pleine de rebondissements, les liens sont bien faits aussi. Et puis, comme je le disais au niveau du rythme, et de l'équilibre, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce qu'on suit au jour le jour l'enquête, avec les moments qui stagnent, avec les moments qui avancent évidemment, et qui nous font évoluer. Donc petit à petit, on est avec eux dans l'enquête, et j'ai trouvé que pour le coup, on ne s'ennuyait pas, et c'était assez juste dans le sens où les éléments qu'on doit avoir, on les a, et même quand il y a là une période de latence, eh bien, on comprend pourquoi, mais ça ne nous dérange pas, parce qu'alors on évolue avec autre chose, elle nous nourrit d'une autre façon. Bref, j'ai trouvé que vraiment ça se lisait impeccablement, du début jusqu'à la fin. Ce que j'ai moins aimé, puisqu'on est dans l'intrigue, c'est le dénouement, parce que j'ai pas trouvé que la révélation était quelque chose de fou ou de dingue, mais voilà, je suis parfois un peu... c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce que parfois je trouve que c'est trop énorme, et parfois évidemment j'en veux un petit peu plus. C'est difficile d'expliquer, ici en tout cas, je n'ai pas été très satisfaite du dénouement, mais voilà, c'est un petit bémol. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont assez sympas à suivre, il y a aussi une petite dimension d'évolution de leurs personnages tout au long de l'enquête et grâce à la rencontre avec les autres membres de l'équipe ou autres, donc c'était chouette de les voir évoluer tout au long de l'enquête. J'ai ensuite lu Les âmes féroces, que j'avais présenté dans ma pile à lire de la rentrée littéraire. Alors évidemment, on s'éloigne un petit peu, on n'y est plus vraiment en septembre, mais bon, je l'ai lu il y a un mois, puisque ce topo lecture reprend des lectures du mois d'octobre et puis de novembre. Les âmes féroces a été écrit par Marie Vintras, et ça a été publié en 2024, donc sinon ce ne serait plus de la rentrée littéraire. J'avais beaucoup aimé Blizzard de cette autrice, et donc j'avais hâte de m'immerger dans son écriture et son ambiance. Le roman se découpe en 4 parties qui correspondent à un personnage et à une saison en plus, puisque c'est assez bien fait au niveau, je trouve, au niveau de la structure narrative, parce que les 4 saisons font en sorte qu'on passe une année de temps avec les différents personnages et chaque saison correspond à une personne. Donc on a son angle de vue, son point de vue, ses pensées et son approche. Et puis on avance et donc parfois évidemment, même à chaque fois, il y a des choses qui se recoupent, qui se construisent et donc le lecteur comprend partie après partie ce qu'il en est au fur et à mesure. On a de moins en moins de blanc et on comprend évidemment de plus en plus ce qui est arrivé ou ce qui arrive. Tout cela ne te dit pas encore de quoi ça parle, mais j'y arrive. L'histoire des âmes féroces, c'est une histoire qui se situe dans une ville aux États-Unis. Alors Marie Vintras est française, mais bon, l'histoire se passe aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça peut être un peu perturbant parce que pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu moins immersif que pour d'autres livres. J'ai moins cru en tout cas. On suit dans cette petite ville la shérif Lorraine qui doit enquêter sur un meurtre. Il s'agit d'une adolescente qui se prénomme Léo et qui est retrouvée morte. Et donc, toute l'histoire se base sur cette enquête et puis sur la résolution de cette enquête.
grâce, comme je le disais, aux différents points de vue des personnages qui vont apporter leur petite pierre à l'édifice et donc qui vont nous permettre de comprendre évidemment qui est le coupable. Là aussi, j'ai aimé ma lecture, mais j'ai quelques petits bémols, parce que comme on passe d'un personnage à un autre et que le roman est assez court, j'ai trouvé que les personnages ne nous laissaient pas beaucoup d'impact. En tout cas, moi, je ne me suis pas vraiment attachée aux personnages, et puis certains... j'aimais beaucoup Lorraine, qui est la première personne que l'on suit, mais j'aimais beaucoup moins les autres personnages. Comme je me suis attachée à Lorraine, j'avais beaucoup de difficultés à la quitter, et j'étais un peu déçue d'être avec d'autres personnages que par ailleurs j'aimais vraiment moins. C'est un roman qui est axé sur les âmes et la psychologie des habitants, et de comment ils peuvent arriver à se comporter d'une certaine façon. Ça, c'était assez appréciable, mais voilà, c'était parfois assez facile, je trouve, dans l'explication. J'ai apprécié, mais mes attentes étaient un peu plus élevées, et je n'ai pas retrouvé ce que j'avais apprécié dans Blizzard. Mais je sais que d'autres personnes ont beaucoup aimé Les âmes féroces et ont même préféré Les âmes féroces que Blizzard. Donc vraiment, je t'invite à te faire ta propre opinion, à tester, et puis à le mettre en commentaire aussi. Comme ça permet aux autres de savoir d'avoir un autre avis, tout simplement. Retour à un livre du Black November. Cette fois-ci, je suis partie en semaine 3. La semaine 3, la consigne de la semaine 3 était de lire un roman qui dénonçait le racisme, mais le racisme de manière large. On pouvait parler du racisme, du sexisme. Ici, il a été publié en 2024. On est aux éditions Sonatine et ça a été traduit de l'anglais par Pierre. Alors, c'est imprononçable, c'est Sinner. Et cet auteur, S.A. Cosby, que je n'ai pas dit tout de suite, est américain. Là, dans ce roman policier également, on se situe en 2017, on est dans la ville de Sharon. Il y a ce point commun entre Les âmes féroces et Le sang des innocents, puisque je suis également ici dans une enquête avec un shérif aux États-Unis, dans une petite ville. Sharon, j'espère qu'on le dit comme ça, mais bon, bref. Sharon est dans le sud des États-Unis, et donc, qui dit sud, dit encore résidu de la guerre de sécession, résidu du racisme, et donc on est en plein dans cette thématique du racisme aussi, même si elle est plus ténue alors elle n'est pas toujours cachée, mais en tout cas, elle est plus subtile entre guillemets qu'au temps de l'esclavage évidemment, mais ce racisme est toujours présent. Donc dans ce comté, dans cette petite ville, eh bien la ville se partage entre deux camps, hein, grosso modo. Ça c'est le contexte, et évidemment ce contexte ne va pas être aidé ou simplifié parce que le shérif est noir. Donc c'est la première fois que cette ville compte un shérif noir, et donc ici, Titus, non seulement, c'est le nom du shérif, hein, tu l'auras compris, non seulement Titus doit faire face à des difficultés pour mener à bien une enquête, parce qu'une affaire de meurtre, ce n'est jamais facile, mais en plus, il est noir, et donc ça ne simplifie pas les choses. Quand on le suit, quand on commence le roman, assez rapidement, on apprend qu'il doit enquêter sur le meurtre d'un professeur blanc qui est apprécié de tous, mais qui malheureusement a été tué par un jeune noir délinquant. Alors évidemment, les apparences sont trompeuses, donc Titus ne va pas s'arrêter là et il va voir un petit peu derrière ce meurtre, ce qu'il en retourne. C'est donc toute l'affaire d'aller voir un petit peu derrière les masques des gens, quelle que soit la couleur d'ailleurs. C'est un roman policier qui tend aussi vers le roman noir, et ça a été vraiment un régal, parce que c'est le 4e que je te propose aujourd'hui de livre, et celui-ci, en tout cas, a été vraiment une excellente lecture. J'ai très peu de points négatifs à apporter. Je trouve que S.A. Cosby installe ses personnages, son contexte, les rapports entre les différents membres, et les différents enjeux aussi, de manière très profonde. Ça crée, il y a beaucoup de crédibilité, et ça nous permet d'être bien ancrés dans le récit, bien ancrés là où ils vivent, et j'ai trouvé que pour le coup c'était bien fait, et là je n'ai pas été en manque d'éléments, en manque de psychologie, en manque d'éléments, parce que j'ai trouvé ici que
ça se suffisait. Dans certaines lectures, on peut virer à cette dualité noir-blanc, et ici c'est bien plus subtil, parce que comme je le disais, les opposants peuvent être blancs ou noirs, puis de l'autre côté aussi. Ce shérif est accepté, mais pas toujours de tout le monde, et parfois il n'est même pas accepté par sa propre communauté. C'est pas manichéen du tout, en fait, dans l'approche qu'a cet auteur avec le racisme et comment est-ce que ça peut changer le regard qu'on a sur quelqu'un. C'est donc un tiraillement parfois sur les personnalités des gens ou sur leurs actions, puisqu'ils sont tiraillés, dérangés, ils savent pas toujours, ils doivent se remettre en question. Et ils font parfois des choix discutables, personnages secondaires ou principaux, donc ça les rend très intéressants. Et puis au niveau de l'écriture, et de l'enquête, petit à petit, le suspense monte, on a envie de savoir, il nous tient en haleine, mais plus que ça, il nous fait monter vraiment cette sauce, et on a envie de plus en plus de savoir ce qui va leur arriver. Et les 100 dernières pages sont vraiment assez impressionnantes pour ça. Je trouve aussi que l'enquête se tient bien au niveau des éléments. Et puis Titus, qui est un personnage très impressionnant aussi, j'ai dit beaucoup de fois impressionnant, mais c'est le mot qui me venait en fait à ma lecture et après ma lecture aussi. Il est faillible, comme je le disais précédemment, et donc ça nous le rend assez proche pour ça, parce qu'il n'est pas parfait, mais on peut le voir, on peut l'admirer pour plein d'aspects. On peut le remettre en question aussi, mais on se dit que nous aussi, on pourrait être comme ça et on pourrait être tiraillés. Donc voilà, ça, c'est pas mal fait. Parce que aussi, il est droit, il est respectable, grosso modo, et donc on a envie de le suivre presque jusqu'à la mort. C'est vraiment un très chouette personnage. C'est le point le plus positif, je trouve, du roman. C'est ce que j'ai préféré en tout cas. Mais voilà, sinon tout au long du roman, on surfe avec cette question du racisme qui est vraiment bien présent et qui montre que notre jugement peut être altéré. Hein, comme je le disais, nos comportements peuvent être conditionnés par nos pensées, qui peuvent être parasités aussi par des fausses croyances. Enfin bref, c'était très intéressant à ce niveau-là aussi. Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est un livre qui nous pousse à la réflexion aussi, et la réflexion éthique. De savoir si mal agir pour le bien, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est positif ou négatif. Voilà, ça paraît simple, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça, et en tout cas ça joue sur ces questions éthiques, je trouve. Pareil avec le pouvoir qu'on peut avoir, détenir. Est-ce qu'on pourrait se laisser tenter, ou comment ne pas abuser de son pouvoir, comment ne pas se laisser tenter par la force qu'on possède. Donc voilà, franchement, pas mal de très 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 bons éléments dans ce livre. J'ai adoré découvrir Le sang des innocents dans le cadre du Black November, et c'est une de mes meilleures lectures du Black November, tu le verras, puisqu'évidemment, comme je suis en retard, je sais déjà ce que j'ai lu par la suite. Bref, très très bon roman, et j'espère que tu pourras avoir le même ressenti si tu fais sa connaissance aussi. J'ai enchaîné avec un autre roman de la rentrée littéraire que j'avais envie de découvrir. C'est Un jour d'avril de Michael Cunningham. On est aux éditions Seuil et ça a été traduit de l'anglais par David Fauquembert parce que nous avons encore un auteur américain. Ici, j'en ai quand même pas mal qui sont états-uniens. On suit ici une famille sur 3 jours à 1 an d'intervalle à chaque fois. Alors on suit principalement Dan et Isabelle, qui ont 2 enfants, qui habitent avec Robbie, le frère d'Isabelle. Tout le monde s'aime, voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ce sont des personnages qui s'apprécient, qui s'aiment très fort, mais le temps peut faire son œuvre. L'auteur nous plonge à nouveau, après c'est quelque chose que j'aime retrouver, donc souvent le choix de mes lectures va s'axer sur des aspects psychologiques, mais ici en tout cas c'est ça aussi qui va préoccuper le roman. On va être plongé dans la psyché de nos personnages. On va voir comment est-ce qu'ils se sentent et comment est-ce que leur relation va évoluer. On est aux États-Unis, mais l'environnement importe peu. J'ai apprécié les idées et les thèmes qui étaient abordés, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de personnages, et donc on ne pouvait pas vraiment développer chacun des personnages, ce qui m'a un petit peu manqué, puisqu'on est dans un aspect psychologique, et ici aussi, c'était pas assez développé pour moi. Ce qui a joué peut-être aussi, c'est pour le coup l'écriture, que là j'ai moins apprécié. L'écriture est belle de manière intellectuelle, je veux dire,
Par contre, je n'avais pas l'impression qu'elle était adaptée aux personnages et parfois à l'âge des personnages. On a certains qui sont assez jeunes et qui parlent en faisant la métaphysique, de la philosophie. Je trouvais pas ça adéquat, et en tout cas pendant ma lecture, je me suis fait la réflexion de me dire mais c'est assez bizarre de faire parler ce personnage de la sorte. Donc ça m'a dérangée, je n'y ai pas cru, et j'ai pas su m'attacher non plus à ces personnages-là que je trouvais du coup un peu surfaits. Et puis, il y avait également pas mal de passages que j'ai trouvé peu utiles. Alors, je vois le sens, j'ai vu le sens pendant ma lecture, mais un personnage qu'on invente, et je trouvais que finalement, quand on parlait de ce personnage-là, c'était un peu inutile, et donc ça m'ennuyait. Du coup, je suis ressortie de ma lecture avec un sentiment de pas assez développé, et puis d'une écriture que j'ai moins appréciée. Donc pour le coup ici, c'est un petit loupé pour moi, voilà, pour un jour d'avril. Et puis je termine avec une très bonne lecture que j'ai faite en commun avec Olivia de la chaîne Les Roseaux de Liv, que maintenant je ne dois plus te présenter, et si oui, n'hésite pas à aller voir notre tag, parce que tu apprendras un petit peu plus à la connaître. Ici, pour Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell aux éditions Grand Roman Point, eh bien, c'est un roman donc de l'époque victorienne qui date de 1854 et que j'ai aussi voulu lire dans le cadre du parcours victorien. Dans Nord et Sud, on va suivre une héroïne, Margaret, qui a 19 ans, qui vit dans le sud de l'Angleterre. Elle est fille de pasteur et elle ne connaît qu'une vie éduquée, confortable, même si ce n'est pas non plus à outrance, mais elle s'en sort bien, elle a ce qu'elle veut et elle peut acheter ce dont elle a besoin sans se préoccuper de cela. En même temps, elle va aider, elle se préoccupe des gens qui sont moins argentés, et donc elle fait ce travail, ou en tout cas elle peut apporter son aide psychologique ou autre aux autres habitants. Mais voilà, le récit, évidemment, bascule au moment où son père, pasteur, ne veut plus, décide de ne plus exercer en tant que pasteur. Mais puisque, en tant que pasteur, il a un logement, s'il n'exerce plus en tant que pasteur, eh bien, il ne peut plus rester là où ils vivent. Et puis, son père est un petit peu honteux de cette décision, et donc, il n'a plus envie de vivre avec des gens qui pourraient le reconnaître. Il veut vraiment changer du tout au tout. Et il décide d'aller dans le nord de l'Angleterre. Et c'est vraiment une autre vie, ils ne connaissent personne, mais c'est un changement radical pour toute la famille. C'est un roman ici qui a une écriture dont j'ai vraiment beaucoup apprécié la joliesse, parce que j'ai très vite été emportée par ce style. Je retrouvais un petit peu du Jane Austen, même si c'est différent évidemment, c'est pas du Jane Austen, mais j'ai trouvé qu'on retrouvait certaines choses que j'ai appréciées avec encore plus de fluidité, je trouvais. Il y a des petites tournures qui sont extrêmement fluides, et si je prends même le début, j'ai pas pris au hasard puisque j'ai choisi un extrait, mais voilà, c'est dans les premiers chapitres, et je prends le début. Margaret, une fois de plus en toilette du matin, rentrait tranquillement chez elle avec son père, qui était venu assister au mariage. Sa mère avait été retenue à la maison par une multitude de faux prétextes que personne n'avait vraiment compris, sauf M. Hale, qui se rendait parfaitement compte que tous ses arguments en faveur d'une robe de satin gris, à mi-chemin entre le goût du jour et celui de l'ancien temps, s'étaient révélés vains. Faute de moyens nécessaires, il ne pouvait équiper sa femme de pied en cap, aussi ne voulait-elle pas se montrer au mariage de la fille unique de son unique sœur. Alors voilà, je peux continuer longtemps. Je trouve que c'est très joliment fait, c'est hyper agréable à lire, hyper agréable à prononcer aussi, à lire tout haut ou tout bas, dans les deux sens. Et pourtant, ici, on ne dit pas grand-chose, et on parle d'habits. Et rien que ça nous rend jolis tout ce qu'ils vivent. Donc un point extrêmement positif pour moi. Il y a aussi pas mal de touches d'humour. J'ai trouvé que Gaskell avait un petit détachement, une petite ironie aussi qu'elle plaçait parfois, sans en faire trop. Et j'ai beaucoup aimé ce trait-là. Et c'est un trait qu'elle utilise aussi beaucoup pour montrer les défauts des personnages ou des comportements de certains. Donc voilà, c'est assez drôle.
J'ai trouvé aussi que le grand point positif de ce livre, c'est le roman social, ou en tout cas le côté social qu'elle veut mettre en avant, parce que c'est une confrontation entre le milieu industriel et la bourgeoisie, enfin pas la bourgeoisie, mais les personnes en tout cas plus éduquées qui n'ont pas à travailler dans le commerce. C'est également une confrontation entre les ouvriers, les patrons, les syndicats. Donc il y a pas mal de remises en question, de présentation des préjugés de part et d'autre. Et ça, c'est une confrontation à la réalité de l'époque que j'ai trouvé vraiment bien orchestrée. Il y a les discussions entre Margaret, qui donc découvre ce monde industriel, et notamment un patron industriel, qui font qu'ils vont évoluer tous les deux, d'une manière ou d'une autre. On est avec un narrateur omniscient, donc évidemment on apprend à connaître nos protagonistes de l'extérieur et de l'intérieur aussi, ce qui nous les rend assez complexes. Toute cette dimension politique avec le pourquoi c'est important d'avoir des syndicats, comment est-ce qu'ils ont un petit peu évolué, mais sans rentrer trop dans l'historique, c'est loin d'être un essai, mais ça nous permet d'avoir quand même certains arguments du pourquoi c'est important d'avoir des syndicats, ou pourquoi est-ce qu'ils se créent, et quelle est la direction qu'ils ont envie de donner. Gaskell va un peu sur est-ce que c'est possible de vivre ensemble finalement, malgré des opinions divergentes. J'ai beaucoup apprécié moi les personnages donc, et leur évolution, parce que les événements et les discussions les fait changer et évoluer. Et comme ils évoluent un petit peu, pas du tout au tout, ça reste crédible. Les personnages ne sont donc pas caricaturaux, ils se trompent aussi, et ils ont des failles. J'aime bien ça. J'ai aussi un petit plus pour l'évolution de Margaret sur la fin de l'histoire, dont je ne te dirai pas plus, mais voilà, il y a quand même une dimension avec cette Margaret qui prend de la place, qui prend de l'ampleur, donc on est dans une dimension assez féministe quand même pour l'époque. J'ai bien aimé évidemment retrouver cette époque victorienne, ces différents mœurs, voir un petit peu comment est-ce que chacun évoluait dans ce temps-là. Ici, cette confrontation permet d'avoir des aspérités et d'être confronté à autre chose. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir tous ces aspects. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai adoré ma lecture. Le petit bémol pour moi, si je devais en trouver un, c'est le dénouement, en tout cas, de la relation entre Margaret et John. J'ai trouvé ça parfois pas très cohérente. Puis j'ai pas aimé non plus, j'ai moins retrouvé je trouvais qu'on aurait pu développer un tout petit peu plus ces aspects sociaux, ces aspects de l'intention de l'autrice. Voilà, finalement, j'ai bien aimé les intentions, j'ai bien aimé comment elle voulait le faire, ce qu'elle voulait développer, mais j'ai trouvé que ça aurait pu être un poil développé plus, pour qu'il y ait un peu plus de consistance et qu'on puisse vraiment ressortir avec un impact important par rapport à ce qu'elle voulait mettre en avant. C'est le petit bémol que j'ai. À part ça, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu tout du long, et j'ai envie vraiment de relire du Gaskell, donc je pense qu'un jour ou l'autre, ça y passera. Voilà pour la lecture de Nord et Sud que j'ai fort appréciée, tu l'auras compris. Et voilà, c'en est tout pour le topo du jour. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. Je te dis à très bientôt, et puis surtout, que le plaisir de lire soit avec toi.